Bonjour, Arabelle, c'est moi, et chaque semaine j'ai un quart d'heure pour partager avec vous les secrets du monde de l'art contemporain. Le sommaire en images. Cette semaine, les chantiers de Bertrand Lavier au Centre Pompidou. Ingrid Brochard et son Mumo font le tour de France. Et dans Jamais trop d'art, le sourire de Kondo à la Galerie Catherine Noir. Le Vatican invité pour la première fois à la Biennale de Venise, c'est l'info folle du jour. Je suis ici à la Maison Rouge, une fondation d'art contemporain créée par Antoine de Galbert, qui abrite jusqu'en janvier la collection personnelle de Giuliana et Tommaso Settari, une exposition qui s'appelle « Retour à l'intime ». Bertrand Lavier est un greffeur d'objets, sans doute une déformation liée à ses études en horticulture. Depuis 1969, il invente et s'amuse en poursuivant la révolution initiée par Marcel Duchamp, qui consiste à introduire le réel, le quotidien et le trivial dans l'art. Avec Bertrand Lavier, l'art est certainement le plus joyeux des chantiers. On le retrouve au Centre Pompidou. Bertrand Lavier est un artiste autodidacte qui, depuis 1969, questionne avec humour la place de l'objet dans l'art. Sa rétrospective au Centre Pompidou nous plonge au cœur de cette réflexion. Est-ce que tout objet peut rentrer dans le domaine de l'art si l'artiste en décide ainsi? Marcel Duchamp l'affirme, Bertrand Lavier le confirme. Bertrand Lavier, vous êtes un des héritiers de Marcel Duchamp. Alors en 1913, Marcel Duchamp bouleverse le monde de l'art et ouvre un champ de possibilités en créant le ready-made. Le ready-made, c'est un objet industriel qui n'a absolument aucune charge ni esthétique ni émotionnelle. Et nous sommes ici devant deux ready-made. Un frigidaire supporté par un socle coffre-fort. Alors chez Bertrand Lavier, qu'est-ce que 1 et 1 font 1 ou 1 et 1 font 2? 1 plus 1, ça fait 1. Est-ce que vous pensez qu'un public qui connaît mal l'œuvre de Duchamp, qui connaît mal votre travail, peut se dire « il exagère ce Bertrand Lavier quand même. Est-ce que c'est vraiment de l'art ?» Il n'y a aucun cynisme de ma part pour dire « je comprends les gens parce que moi aussi je suis passé par là ». Donc il y a un cheminement à faire pour arriver à changer finalement sa perception des objets. Oui, parce qu'en fait, je pense que c'est une vertu de l'art, c'est que ça vous donne des choses à voir que vous connaissiez, mais que vous n'aviez pas vues comme ça. Donc vous titillez notre intelligence, Bertrand Lavier. L'intelligence, pourquoi pas, mais l'émotion, le plaisir esthétique, j'essaie de mélanger tout ça. L'art, c'est de la pensée visuelle. Mais vous rajoutez ce que Duchamp avait volontairement enlevé, c'est-à-dire l'émotion. Bertrand Lavier, qu'est-ce que c'est que cette voiture? C'est plutôt Ready Destroy. Hein. Quand j'ai trouvé cette voiture, dans laquelle je précise qu'il n'y a jamais eu de mort dedans, cette voiture était sur un plateau, sur un camion, et le conducteur s'est arrêté sur l'autoroute pour prendre de l'essence. Les gens ont regardé ça, et ils lui ont dit « Ah, mais vous transportez une sculpture ». C'est-à-dire que déjà, l'homme de la rue, on va dire, avait transformé cette œuvre et l'avait déjà fait rentrer dans ce qu'il pensait être la sculpture, disons contemporaine, évidemment. Alors cette sculpture, elle fait penser évidemment aussi au Mépris de Brigitte Bardot. Ouais. Elle est chargée de mémoire, cette œuvre. Absolument, elle est dans l'imaginaire de beaucoup de gens. Elle est presque sortie du film. Donc elle est au carrefour d'énormément de questions esthétiques et de questions émotionnelles. Nous rentrons dans le chantier des objets peints, des objets que vous recouvrez d'une couche de peinture à la Van Gogh, comme vous dites. Oui, exactement. Alors, ce piano, qu'est-ce que c'est maintenant? C'est un piano peint? C'est de la peinture sur piano? C'est une sculpture? C'est beaucoup de choses à la fois. C'est à la fois un véritable Steinway, et puis c'est aussi la peinture d'un Steinway. C'est-à-dire qu'en fait, la peinture, c'est aussi représenter le réel. Et là, vous avez le réel qui est sous sa représentation. Et donc, c'est pour ça que ça devient une chose comme un trompe-l'œil. C'est très troublant, parce que vous sentez que le piano et sa représentation sont intimement liés. C'est là où il y a une émotion tangible. Mais le piano perd sa fonction première. Alors, pas complètement, parce qu'en fait, on pourrait continuer à jouer dessus, bien que ça soit formellement interdit, mais on peut faire quand même. Et là, on va se faire virer. Vite, on se sauve, Bertrand. Derrière nous, une œuvre qui s'inspire d'une peinture de Frank Stella, des fluos de Dan Flavine, et vous transposez le tout en une sculpture tridimensionnelle en néon. Est-ce que c'est pas de l'appropriationnisme, tout ça? C'est un peu ça, si on veut, mais c'est pas tellement le fait de se réapproprier Stella qui m'intéresse, c'est surtout que je n'ai pas trouvé mieux que ce dessin-là pour faire de la peinture en tube. Et ce qui m'intéressait, c'était de renouveler le genre, justement, de la peinture en tube, parce que les artistes qui utilisent le néon sont des artistes qui dessinent ou qui écrivent avec le néon, mais très peu peignent. Même Flavine ne fait pas cette densité-là, ne peint pas exactement comme moi, naturellement. Quand Stella, que je connais bien maintenant, a vu ces tableaux, il m'a dit avec beaucoup d'humour
Perhaps it's better that I did. Peut-être c'est mieux que ce que j'avais fait. Donc on voit qu'il y a quand même de la complicité et que c'est pas du tout un jeu de s'approprier une chose pour en profiter. Donc il y a une chose qui revient souvent quand on parle de votre travail, c'est le mot hybridation. Vous avez une formation d'horticulteur et cette pièce qu'on voit derrière nous, vous l'avez retransposée, vous avez fait encore une hybridation, en tapisserie faite au gobelin. Alors, pourquoi ça vous plaît comme ça de changer de médium et de support? C'est un questionnement sur le support? Alors, moi, je crois que quand on fait des greffes, ça enrichit les deux composants. C'est-à-dire qu'en fait, on a deux choses qu'on connaît pour en faire une autre, et l'autre, souvent, s'est enrichie. Alain Seban, vous êtes le président du Centre Pompidou. Nous sommes ici au cœur de l'exposition rétrospective de Bertrand Lavier et nous sommes devant une œuvre qui illustre l'affiche de l'exposition que vous avez affichée en grand sur la façade du musée. Une œuvre un peu déroutante. Pourquoi ce choix? Une pierre sur un réfrigérateur, c'est l'image même de l'art contemporain, non? Mais ce que Bertrand Lavier propose, ça va beaucoup plus loin. En assemblant deux objets qu'il va saisir dans la nature, il invite à imaginer une narration qui peut relier ces ready-made. Et là, c'est un champ qui est ouvert au spectateur. Est-ce qu'on peut mettre n'importe quel objet dans l'art si l'artiste le décide? Ça oui, ça c'est bien établi depuis Marcel Duchamp. Est-ce que vous pensez que l'élève a dépassé le maître? Certainement. Bertrand, on regarde ce parpaing et on peut quand même se dire que vous vous foutez de la gueule du monde Alors quand on voit ça. Là, effectivement, on se dit, mais c'est pas possible de trouver de la noblesse à ce parpaing. Eh bien, moi, je dis le contraire. Vous savez, pourquoi pas? C'est une question de temps. On met dans le département du Louvre des petites cuillères dans des vitrines. Mais on les regarde tout simplement parce qu'elles ont 700 ou 800 ans. Alors ça, ce serait de l'archéologie du futur. On est absolument... D'accord. Donc Bertrand Lavier nous invite à changer notre mode de perception, rentrez dans cette exposition et posez-vous les bonnes questions. Vous avez maintenant quelques clés pour y répondre. Merci beaucoup Bertrand. C'est moi qui vous remercie. Parce qu'on n'a jamais trop d'art et qu'il n'est jamais trop tard, voici ce qu'il faut voir. Obsédé par Velázquez, Goya, Francis Bacon et Picasso, Georges Condo, artiste américain, est le roi de l'abstraction figurative. Dans les portraits imaginaires de Condo, qu'il appelle lui-même des mental states, le visage explose pour libérer une énergie féroce. Le sourire chez Condo, très loin d'un sourire de politesse, est tellement large qu'il pourrait arracher les oreilles et ouvre sur une dentition carnassière. La force flirte avec la farce et l'expression avec la sauvagerie. Francis Bacon disait « La peinture ne saisira le mystère de la réalité que si le peintre ne sait pas comment s'y prendre ». Quand on regarde un Condo, on a vraiment l'impression qu'il n'a pas su s'y prendre. C'est sans doute la marque d'un grand artiste. La galerie Catherine Noir présente en ce moment quelques œuvres de cet artiste en exclusivité. C'est à l'art d'aller à la rencontre des enfants et pas l'inverse. Le musée mobile d'Ingrid Brochard repose tout entier sur cette conviction. Un petit musée mobile sous forme de container que l'on peut transporter en bateau ou en camion et qui se déplie pour faire découvrir la peinture, la sculpture et la vidéo aux enfants. Après avoir traversé l'Afrique, le MUMO débarque en France et nous l'avons croisé dans une cour d'école à Clichy. Le MUMO est un petit musée sur 4 roues, un projet généreux qui rend l'art accessible aux enfants. C'était comme si c'était un monde de couleurs. Nous irons jusqu'au bout de la galaxie. Je suis aujourd'hui avec Ingrid Brochard dans son MUMO. Le MUMO, c'est un musée mobile, un musée itinérant qui se déplace, qui va à la rencontre des enfants. Un projet porté par l'UNESCO qui a pris le jour il y a 1 an, où on trouve les œuvres de 15 artistes de renommée internationale. Ingrid, comment est né ce projet magnifique? MUMO, avant tout, c'est une aventure humaine. C'est la rencontre avec Adam Kalkin, donc, qui travaille que les containers, et c'est grâce à lui qu'on a pu avoir un espace d'exposition. Ensuite, c'est la demande à différents artistes, donc de renommée internationale, de participer au projet en créant des œuvres spécifiques par rapport au contexte. Alors justement, le MUMO, c'est un camion, et quand le camion s'installe, c'est magique, il s'ouvre, et 4 modules, finalement, se distinguent de l'ensemble. Il y a quelque chose de magique, c'est comme un transformeur. Et en même temps, l'œuvre de Daniel Buren prend forme. Donc vous avez ce triangle, cette arche, qui encourage à venir visiter le MUMO. C'est important de dire quand même que les 15 artistes ont accepté de collaborer en sachant que c'était un programme adapté aux enfants. Oui, la plupart des artistes ont été touchés à ce que leurs œuvres circulent, voyagent en France et à l'étranger à un public d'enfants. Aujourd'hui, on nous apprend à l'école à lire et à écrire. Et je pense qu'il est aussi important de nous apprendre à regarder, à rêver, à imaginer et à créer.
comment les enfants perçoivent l'art quand ils ne le connaissent pas. C'est assez intéressant de voir leur regard par rapport à la découverte de matériaux. J'ai voulu que les enfants expérimentent différents médiums. On peut marcher sur une œuvre d'art, on est assise là sur le sol de Jim Lambie qui a été réalisé avec du scotch. En même temps, vous pouvez expérimenter une œuvre lumineuse, vous avez des néons, des vidéos, sculptures, tableaux, photos. Quelles sont les œuvres, Ingrid, qui suscitent le plus de commentaires de la part des enfants? L'œuvre coup de cœur, c'est l'œuvre de James Turrell, donc où les enfants vont expérimenter la lumière. Mélissa, qu'est-ce que tu as pensé de cette pièce? Ça fait une sensation bizarre d'être assis comme ça et de voir une bulle sans fin. Une bulle sans fin? Est-ce que t'as plu cette bulle sans fin? Oui, c'est agréable. Nous irons jusqu'au bout du fleuve. Nous irons jusqu'au bout du monde. Voyage jusqu'au bout du monde avec l'œuvre de Claude Lévesque. Est-ce que tu crois qu'en Afrique, tous les petits-enfants, ils vont à l'école comme vous? Non. Non. Quand ils sont petits, ils travaillent. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez traversé 2 pays d'Afrique avant de venir en France. Est-ce que les réactions des enfants sont très différentes en Afrique et en France? Les réactions ont été assez similaires. C'est pas une question de couleur de peau, mais une question de culture. Par exemple, le gros lapin rouge de McCarthy, en Afrique, il avait une autre dimension. Il y a des enfants qui nous ont demandé s'il avait le sida. Alors, combien d'enfants vous avez rencontrés depuis que le MUMO existe? On a visité 14 000 enfants. Ingrid, merci beaucoup. On vous souhaite bon courage. Est-ce qu'éventuellement d'autres MUMO vont se développer à travers le monde? Oui, j'espère qu'on pourra avoir d'autres petits frères ou petites sœurs de MUMO sur d'autres continents. Et en plus, MUMO, c'est gratuit. Merci beaucoup. À Merci. bientôt. L'art a ses raisons qui dépassent la raison. Voici l'info folle. Pour sa 55e édition, la Biennale de Venise 2013 invitera l'autre grand V d'Italie, le Vatican. Mais ce n'est pas comme puissance spirituelle que le Vatican est invité, c'est tout simplement comme État. Et pour lui signifier son statut, il sera à Venise au même titre que le Bahreïn, les Bahamas, le Kosovo ou le Koweït. L'influence spirituelle du Vatican dans le monde a beau être bien plus évidente que celle des Bahamas, qui sait si la représentation artistique bahaméenne ne sera pas plus brillante que la vaticane. Les œuvres présentées par le Vatican à la Biennale devraient être des interprétations artistiques des premiers chapitres de la Genèse. À propos, est-ce l'art qui est au service de la gloire de Dieu ou Dieu qui est au service de la gloire de l'art? Arabelle, c'est fini. Mais comme je ne vous ai pas encore tout dit, je vous retrouve la semaine prochaine pour continuer à explorer le monde de l'art contemporain.